Bonjour à tous, bienvenue en direct sur cette table ronde Zoom Invest en ce mercredi 15 octobre 2024. Alors j'ai l'image qui est complètement figée devant moi, donc j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Nous On avons t'entend. aujourd'hui, comme d'habitude, une double table ronde, première demi-heure, pardon, où nous allons parler de gestion thématique et on va savoir finalement quelle stratégie adopter dans l'environnement pour pouvoir aller chercher la meilleure stratégie pour le portefeuille de nos clients, nous conseillers en gestion de patrimoine. Et puis une deuxième demi-heure pour être complémentaire, où nous allons parler là aussi de stratégie, mais de stratégie obligataire. Évidemment, vous nous voyez venir dans ce contexte de taux assez chahuté. J'espère que vous allez bien. On va attaquer tout de suite pour parler des fonds thématiques avec trois invités de qualité, comme toujours. Stéphane Vontron, CFA de Natixis Investment. Bonjour Stéphane. David Bonjour Rainville, Stéphane. portfolio manager Global Tech chez Sycomore Asset Management. Et Akram Garbi, responsable de la gestion high yield à La Française. Messieurs, comment allez-vous ce matin? En pleine forme, Très Stéphane. bien, pleine Merveilleux. forme. Vous êtes Bonjour, beaucoup plus en bonjour, forme bonjour devant à la tous. caméra apparemment, mais ce sont des petites choses qui arrivent, le direct. En plus, c'était bien préparé ce matin. Allez, on va attaquer tout de suite. L'année, finalement, approche à sa fin, hein. Il nous reste plus que 2 mois et demi, 3 mois à vivre cette année 2024. Elle a été mouvementée très clairement. J'aimerais bien qu'on commence par votre analyse de votre environnement ces derniers mois et surtout comment vous allez aborder la fin 2024 et peut-être 2025. Stéphane, est-ce que tu peux bien commencer, s'il te plaît? Avec plaisir, cher ami. Écoute, si le début de l'année a été mouvementé, il n'est pas certain, même s'il ne reste maintenant qu'un peu plus de 2 mois, que ça soit terminé, hein. On a quand même en ligne de mire quelques événements, notamment politiques, et gardons en tête que les élections américaines arrivent dans quelques semaines. Alors, non pas que le résultat en soi, quel que soit le camp élu, infléchisse fondamentalement la trajectoire économique des États-Unis, hein, comme le disent les Américains, c'est politics don't matter, policy does. Donc, ce qui compte, c'est le pilotage de la Fed. D'ailleurs, les Américains sont beaucoup plus concernés par ce que va faire la Fed que par le candidat d'un point de vue économique va faire. Néanmoins, ça peut introduire de la volatilité et notamment en cas malheureusement pas complètement improbable de recompte et de victoire courte de Kamala Harris. Donc, parfois faut s'y préparer. En dehors de ça, les deux candidats n'adressant absolument pas le sujet du déficit budgétaire, ça nous rappelle quelques éléments ici plus près de chez nous, c'est vrai que ça ne change pas forcément la donne. Alors, simplement en termes de rétrospective, pour répondre à ta question concernant la trajectoire de l'année, c'est vrai qu'on a été, ce qui peut nous marquer dans les grands ensembles, c'est bien évidemment un enclenchement de baisse de taux, partagé des deux côtés de l'Atlantique, qui a été débuté par la BCE. C'est assez atypique pour être souligné. Je passe sous silence, hein, je vais pas m'attarder sur la hausse des taux très asynchrone du Japon qui a généré beaucoup de volatilité cet été. Heureusement, ça ne s'est pas trop vu parce que beaucoup d'entre nous étions en vacances. Donc, lorsque nous sommes revenus derrière les écrans, une grande partie de la performance avait été retracée, et notamment sur les marchés développés. Mais néanmoins, la trajectoire aujourd'hui, elle est plutôt à la baisse des taux accompagne la décélération du cycle. Hein, on voit un ralentissement qui n'est pas homogène, hein, une surperformance économique très marquée de la part des États-Unis au sein des marchés développés, une interrogation qui se fait jour sur les marchés émergents aujourd'hui que la baisse des taux est enclenchée par la Fed. C'est traditionnellement des séquences de surperformance des marchés émergents. Donc, on voit un nombre croissant de gérants qui se posent des questions concomitamment avec le plan de relance annoncé par la Chine, qui a eu un effet extrêmement positif, en tout cas à court terme, sur la performance des marchés chinois. Mais je dirais que nous, l'équation à laquelle on se prépare, le cadre dans lequel on intervient aujourd'hui, c'est un cadre, encore une fois, on ne va pas être contrariant, de décélération du cycle. Et donc, ça va nous emmener plutôt à essayer de bénéficier de ces deux leviers, c'est-à-dire recherche de croissance qui se fait plus rare, et donc on va retrouver beaucoup aux États-Unis et sur l'ensemble du style croissance, et profiter de la baisse des taux qui va se poursuivre, alors non pas dans des proportions, nous semble-t-il, démesurées, parce qu'on a un cycle d'inflation endogène assez bien installé, et donc il y a des résistances à la baisse, mais en revanche quand même une baisse des taux qui va se poursuivre, et donc il y a deux leviers de performance à aller chercher sur les marchés, même si le On va, cycle est un peu moins dynamique. La vue globale que j'ai, le scénario central que j'ai, c'est que, on a un ralentissement macro qui s'opère, en particulier très marqué en Europe, qui va probablement continuer.
Les États-Unis, ça tient, et puis les autres régions aussi, pareil, ça tient. En face, on a des banques centrales qui desserrent leur politique monétaire. Donc globalement, on a un cycle d'assouplissement monétaire sans risque récessionniste. Bon, ça c'est très bien, c'est un environnement qui est très bien. Je vais parler sur le crédit, mais aussi on peut l'appliquer pour les valeurs de croissance. C'est bien pour le crédit, ça. C'est-à-dire on n'est pas dans un cycle récessionniste qui va enclencher un cycle de hausse des taux de défaut, et en même temps, on a une baisse des taux qui va profiter aux entreprises pour baisser leurs coûts de refinancement. Donc c'est quelque chose qui est positif pour l'obligataire et notamment pour le crédit. Voilà, même si une grosse partie de la performance était faite depuis un an grâce au resserrement du spread, mais il reste du jus. Maintenant, la question qu'il faut se poser, si on part de ce scénario-là, quel secteur, quelle zone géographique va profiter de cette baisse des taux et de ce contexte macro? Si je parle d'un point de vue sectoriel, clairement, les entreprises qui sont, dont leur business model dépend beaucoup du niveau des taux, du coût du financement, vont profiter de ça. Donc je pense notamment aux des entreprises de type utilities, les entreprises de croissance. Je pense que mes collègues vont parler de ça. Heu, je pense les entreprises de santé, et cetera. À l'opposé, les entreprises les plus sensibles au risque macro, et on le voit, on le commence à le voir, je pense que Stéphanie en a parlé, le secteur auto, on est rentré dans un cycle qui va être très compliqué, on n'est qu'au début. Clairement, tous les secteurs, parce que là, du coup, on a un risque conjoncturel, mais également structurel avec la concurrence chinoise. Sans parler des comos, enfin, j'en veux pour preuve aujourd'hui le profit warning d'Eramet, etc. Donc, en fait, toutes les entreprises qui sont exposées au cycle, donc qui ont dont le business est drivé par la conjoncture, mais également qui sont confrontées à des problèmes structurels, que ce soit l'automobile et bien d'autres secteurs, la distribution, la grande distribution, ça, c'est pas favorable, quand bien même il y a une baisse de coût de refinancement. Donc voilà la vue. Maintenant, comme je disais, en première partie, il y a une variable qui va beaucoup jouer, c'est l'élection de monsieur Trump ou non. Ou est-ce qu'on va rester sur un scénario Harris, c'est-à-dire démocrate, avec un congrès républicain, c'est-à-dire la situation d'aujourd'hui? Bon, si c'est Harris qui passe, rien ne change au marché, ça va être toujours quelque chose de positif pour l'ensemble des marchés, et cetera. Heu, En revanche, si Trump il passe, je pense, compte tenu du positionnement actuel sur les marchés, notamment émergents, l'impact peut être très significatif, heu, parce que, l'élection de monsieur Trump, je pense qu'elle peut repricer la trajectoire de baisse de taux qui est anticipée par le marché aujourd'hui, et ça veut dire qui peut avoir un impact sur des marchés qui sont sensibles à la politique de la Fed et les secteurs qui sont sensibles à la politique de la Fed. Donc Voilà. aujourd'hui, Akram, pour toi, le risque géopolitique américain qui est évidemment lié derrière est peut-être plus important finalement que la courbe des taux, plus ou moins à la baisse dans les prochains mois, quasiment. Ah, c'est lié, hein, évidemment, mais En fait, c'est ce c'est que tu lié. regardes toi aujourd'hui dans ta thématique crédit. Exactement. Ce que je regarde, il y a 2 choses, parce que je ne suis pas inquiet sur, le cycle macro, même si ça ralentit. Pour moi, il y a 2 risques qui sont politiques en France, en Europe. Ça, il faut être vigilant par rapport à ça, et je pense que, comme je disais, on est suffisamment bien placé pour apprécier ce type de risque, et surtout le risque américain et des élections américaines qui peuvent avoir des conséquences, Ok, évidemment. Mmh. très bien. Merci beaucoup. Est-ce que Ouais. nous avons récupéré mon cher David? On l'espère. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend. Allez, c'est parti. Alors, parle-nous un petit Super. peu de la stratégie et de la thématique à privilégier et comment surtout vous allez adapter vos stratégies pour qu'elles soient de bons résultats, pardon, qu'elles donnent de bons résultats, pardon, à nos clients. Oui, bien sûr, absolument. Donc, en termes de privilégiés, je parlais de l'IA et je pense que c'est un sujet que les gens sont très inquiets. Il y a beaucoup de questions s'il y a une bulle. Et en fait, si on regarde sur les 2 dernières années, on utilise NVIDIA parce que c'est la tête d'affiche pour l'IA. Le stock a fait de la performance de 9 fois sur son cours dans les derniers 2 ans. Par contre, son profit, les bénéfices par action d'NVIDIA sont en hausse de 10 fois sur la même période. Donc, en fait, toute cette thématique-là et la puissance de la thématique est supportée par des vrais trends fondamentales, ce qui n'était pas le cas en l'an 2000. Donc, si on fait des comparaisons avec Cisco, par exemple, qui, eux,
se sont rendus à un point où ils traitaient sur 120 fois les earnings, les bénéfices par action. On n'est vraiment pas dans le cas aujourd'hui avec Nvidia qui est dans la vingtaine de fois en termes de multiples. Donc, pour nous, l'IA continue d'être très intéressant parce que justement, c'est une croissance séculaire qui continuera en 2025 et en 2026, même si le cycle économique peut avoir des hauts et des bas. Et donc, c'est comme ça qu'on est positionné. Et quand on pense à certaines valeurs, on aime bien TSMC côté semis aujourd'hui et côté software, qui est une opinion un petit peu à contre-courant de l'opinion publique. Sur le logiciel, qui est un secteur qui est en baisse depuis le début de l'année, si on regarde le Emerging Cloud Index, on croit que vraiment, passé l'élection américaine, les valos sont bonnes, la reprise des prises de commande reviendra, et avec des belles prises de commande sur l'IA, quelque chose qu'on n'a pas vu encore. Donc, on peut voir vraiment le logiciel recommencer à faire de la bonne performance. Et on parlait juste en termes de géopolitique et de préférence géographique, on continue d'être très focusé sur les États-Unis, mais en Asie, on aime beaucoup Taïwan, mais aussi surtout le Japon. On est un petit peu plus sélectif sur le côté japonais, mais on a des belles valeurs sur lesquelles on est convaincu qu'on peut faire de la belle performance. Donc, de l'intelligence artificielle et de la tech américaine, si je résume bien la stratégie. C'est bien ça. sur ton fond, je suis obligé de te poser la question parce qu'il te reste un tout petit peu de temps. Comment tu vois un peu est-ce que tu as une vision un petit peu de l'arrivée finalement des concurrents? Parce que est-ce que Nvidia pourrait avoir des concurrents? Et ça va dans le sens de ce que tu es en train de dire, hein, parce que cette concurrence ne remplacerait pas, je pense, Nvidia, elle compléterait Nvidia. Oui, je pense que c'est exactement ça. Il y aura des compétiteurs. Pour nous, le compétiteur le plus proche, c'est AMD. Ils sont environ 18 mois en arrière, je dirais, de NVIDIA. D'un côté du hardware, des puces, ils sont beaucoup plus en arrière sur le côté du logiciel qui vient avec les puces pour entraîner et opérer ces modèles d'IA. Donc, on verra, mais on voit vraiment une place pour AMD d'avoir 10% de part de marché contre NVIDIA qui restera, on pense, à 75 à 80% de part de marché. Et là, il y a les grands joueurs de hyperscale, les grands joueurs du cloud, Microsoft, Google et Amazon qui ont leurs propres puces. C'est des puces qui sont très bonnes, mais qui ne sont pas polyvalentes et qui ont des plus grands coûts d'énergie ajustés pour la performance des puces. Donc, pour l'instant, Nvidia, on croit qu'en moyenne, à encore 2-3 ans d'avance, ils continuent de progresser. Les nouvelles puces Blackwell seront avec leurs clients d'ici la fin de l'année, ce qui est un grand avancement comparé au landscape compétitif. Donc, on voit qu'Nvidia non, mais c'est une information qui est intéressante de se dire qu'il y a encore des perspectives, y compris sur les Magnificent Seven d'ailleurs, parce que comme elles sont tout le temps en train de se développer les unes grâce aux autres, en étant les plus grandes clientes des unes des autres, souvent sur certains sujets, c'est plutôt rassurant. Alors Stéphane, qui attendait sagement, je te repose la même question. Moi, je suis CGP, je vais voir mes clients demain. Tu sais que j'ai une appétence pour les fonds thématiques. Quelle thématique et comment je leur explique la stratégie aujourd'hui dans les différentes maisons de Natixis Investment? Alors, c'est vrai que la gestion thématique, on va la retrouver dans plusieurs de nos sociétés de gestion. Évidemment, chez Thématiques AM, qui, comme son nom l'indique, ne fait que de la gestion thématique. Hein, et c'est vrai que, je le rappelle, Stéphane, hein, l'originalité de notre modèle, c'est de mettre en place, de proposer à nos clients des gestions de spécialistes et donc de ne pas avoir une seule marque, mais de multiples marques qui sont spécialisées sur leur sujet. Une autre à laquelle on pense un peu moins, et c'est peut-être celle sur laquelle je vais m'attarder du coup aussi aujourd'hui, on a des gestions thématiques aussi emmenées par Mirova. Et j'en parle aujourd'hui précisément parce que ce sont des thèmes sur lesquels on va retrouver aussi le fait de capitaliser sur des forces séculaires, hein, c'est-à-dire que pas nécessairement exclusivement que la transition environnementale, ça en fait partie, hein, le changement climatique et la rareté des ressources, évidemment un levier structurel sur lequel on va réfléchir, intervenir, investir, mais en revanche, il y a également les changements démographiques, les changements d'habitudes de consommation, donc le vieillissement de la population, l'augmentation de la population globale, la nécessité de trouver une voie qui permette que chacun puisse s'alimenter et boire dans de bonnes conditions. Ben, ça, ce sont des gestions des ressources d'un point de vue infrastructure qui sont absolument majeures. Évidemment, la digitalisation de l'économie, ça en fait partie. Et puis, aussi un élément très différent, c'est l'évolution des mœurs en termes de gouvernance et de pouvoir, de répartition de la valeur au sein de l'entreprise, entre capital, les salaires,
et la façon d'incarner cette gouvernance. Donc ça, ce sont des leviers qu'on va retrouver. Et je pense que dans le contexte qu'on a décrit, eh bien, contexte qu'on partage globalement à quelques nuances près, de décélération du cycle, et donc le fait de pouvoir aller rechercher, c'est ce qu'on recherche tous un petit peu dans nos gestions, surtout David et nous, qui incarnons les actions, mais d'aller rechercher une reconstitution de la prime de croissance. 2022 a été terrible, David est revenu sur ce point, c'est-à-dire qu'en fait, le sujet, c'est que ce qu'on a perdu en termes de multiples en 2022, on ne l'a pas récupéré en 2023 et 2024, même si la performance de la tech et de la croissance en règle générale a été bonne, ça a été fait pour des raisons fondamentales, pour des raisons de croissance bénéficiaire, de surperformance économique. Il n'y a pas eu d'extension de multiples. Et donc, le sujet, c'est de se dire aujourd'hui, avec plus de rareté de la croissance, parce qu'on a moins de croissance dans le monde, et avec une baisse des taux, on devrait avoir une prime de croissance, c'est-à-dire un écart de valorisation entre les valeurs de croissance et la moyenne du marché qui devrait se reconstituer. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. En revanche, vous l'avez bien compris, beaucoup d'incertitudes, certains éléments de valorisation qui sont un petit peu tendus. Et donc, c'est pour ça qu'on souhaitait privilégier des approches multithématiques pour leur côté un petit peu all-road, leur côté un petit peu plus défensif, plus équilibré en tout cas, et satisfaisant en termes de performance dès lors que justement elle capitalise aussi sur la transformation digitale et sur ces éléments-là, mais de manière peut-être un petit peu plus diversifiée. Donc, les approches qu'on va avoir en tête, c'est justement de se dire, effectivement, je souscris totalement, la surperformance économique, allons la chercher aux États-Unis, et donc avec des portefeuilles globaux peu ou prou, on va être investi autour de 60, selon les fonds, entre 60 et 70% aux États-Unis. Donc, très clairement, un des investissements qui sont majeurs aux États-Unis, avec des axes de diversification sur de la croissance offerte essentiellement par l'Europe et plus marginalement sur les marchés asiatiques. Donc quelque chose de diversifié d'un point de vue géographique, de multithématique et qui capitalise sur l'environnement du moment, puisque effectivement, c'est pas non plus, ça va pas être le grand soir des actions, avec un cycle qui ralentit. En revanche, on a un déficit chronique d'investissement actions et notamment d'investissement actions aux US, et on souhaite contribuer à le limiter. Essayer d'avoir une approche opportuniste dans le bon sens du terme, si je peux m'exprimer ainsi. Alors messieurs, alors évidemment, excepté les énormes problèmes techniques de David, je le taquine, on arrive déjà au bout de notre table ronde et vous le savez, là vous avez évidemment expliqué un petit peu comment vous alliez faire évoluer vos stratégies pour aller chercher finalement le meilleur levier pour nos clients. Et pour terminer ce bel échange, moi j'aime bien les traductions concrètes. On a tous les quatre, déjà fait des tables rondes ensemble, pour le CGP que je suis, et qui donc va aller ensuite avec sa petite manette rencontrer ses clients. Quels fonds ou gamme de fonds vous souhaitez mettre en avant et qu'on pourrait intégrer évidemment dans nos allocations? Akram, je te fais commencer. Oui, merci Stéphane. Alors, donc pour aller au bout du raisonnement, effectivement, comme tu l'as dit, si on part du scénario macro, en tout cas le nôtre, qui est les taux vont baisser et la croissance économique va ralentir, nous, ce qu'on propose aujourd'hui à nos clients, c'est plutôt d'aller profiter de la baisse des taux sur l'obligataire. Il y a eu de très belles performances sur les fonds échéances en 2023. Vu les niveaux de spread, on pense que le prochain moteur de performance sur la partie obligataire, en plus du portage qui reste globalement intéressant, c'est la baisse des taux, donc l'effet duration qui va jouer. Et donc, pour être cohérent par rapport au scénario macro de ralentissement, etc., nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est une stratégie qui est complètement innovante. C'est un fonds qui s'appelle la Française Crédit Innovation. C'est un fonds thématique, c'est le premier fonds thématique crédit multithématique, pour reprendre un tout petit peu l'expression de Stéphane, qui va identifier les entreprises high yield qui sont positionnées sur des tendances structurelles de très long terme, comme la santé, comme l'éducation, comme la transition énergétique, comme la cybersécurité, etc. Donc c'est un fonds global, c'est pas un fonds euro, c'est un fonds global qui va identifier ces entreprises. Évidemment, et là où je rejoins mes collègues, l'histoire se passe plutôt aux États-Unis et plutôt en Europe du Nord que dans l'Europe du Sud. Pourquoi? Parce que des entreprises qui font l'essentiel du marché euro, de type les Renault, la grande distribution, Air France, etc., les Eramet, sont exclus de cette stratégie d'investissement puisqu'ils ne font pas partie des thématiques. Donc voilà, donc on va vraiment chercher ces entreprises. Le moteur de performance, ça va être donc l'effet portage,
parce qu'on va acheter des entreprises à hit qui demain seront des entreprises investment grade, donc il y aura l'effet portage à l'achat, plus la compression des primes de risque, parce que ces entreprises sont positionnées sur des tendances séculaires de long terme, avec une croissance à 2 chiffres, et donc un effet désendettement qui vont forcément passer investment grade. Je prends les exemples historiques un peu, c'est un peu la Tesla en 2017 qui était à yield, c'est un peu Netflix en 2015-2016 qui était à yield, pardon. Donc on va chercher les futurs Tesla, Netflix, etc. Il y en a plein dans l'univers global, effectivement. Eh bien, c'est Beaucoup. Voilà. Je ne sais pas très belle s'il me reste. innovation, Akram, c'est très bien. Non, malheureusement, je suis obligé de laisser Ok. la parole à tes petits camarades, mais c'est une très Bah, bonne approche. Évidemment, Akram, tu le sais, hein, tous nos auditeurs pourront se tourner évidemment vers toute ton équipe bien sûr, bien sûr. de sales derrière pour rentrer plus dans le détail. J'avais échangé à Lyon sur ce nouveau fonds. Bravo, c'est une très bonne idée, un fonds thématique, mais opportuniste crédit. Je trouve ça très très sympa. Donc bravo aux équipes de la Française pour ça. David, à ton tour de me faire un pitch en 1 minute 30, 1 minute 45, s'il te plaît. Oui, parfait, c'est assez simple. Donc, je pousse le fonds que je gère, qui est Sycomore Sustainable Tech. On est un fonds article 9, dans le fond, donc 100% de nos investissements, c'est des investissements qui sont responsables. On est sur la Global Tech, donc on investit à travers la géographie. 75% du fonds environ est aux États-Unis. Donc, si on veut de la tech, on veut de l'US, des États-Unis. Donc, c'est un fonds parfaitement positionné pour ça. On a environ 15% en Asie, Taïwan, Corée et Japon. Et le reste, c'est l'Europe. Donc, on a plusieurs secteurs, environ 40% de semi-conducteurs, 40% de logiciels, un petit peu de hardware, un tout petit peu de consumer tech. Donc, c'est un fonds qui est super bien positionné justement pour cet élargissement de performance qu'on pense qu'on va avoir à l'extérieur des Magnificent Seven et sur l'IA, qui continue d'être une de nos plus grosses convictions pour le reste de l'année. Donc, c'est mon pitch et je pense que. Il est très bien, non, mais c'est très bien. Je note, c'est du Global Tech, 75% aux US. C'est en ligne avec les benchmarks. J'adore les gérants de fonds. J'adore les gérants de fonds tech ou AI en ce moment parce que c'est worldwide, mais quand même aux États-Unis. Il y a beaucoup de capi Merci là-bas. David. C'est de la bonne capi. C'était parfait. C'était parfait. Très belle carte d'identité. Alors, bon, Monsieur Montron, attention, il est déjà 10h30. Et après, on va dire que c'est moi qui suis bavard. Je te vois venir déjà. Voilà, on a compris Mirova, si j'ai bien compris. Dis-nous, qu'est-ce qu'on ajoute aux allocations? Parce que très complémentaire des deux fonds de tes camarades. Eh bien, écoute, ce que je souhaitais proposer, c'est justement le Mirova Global Sustainable. Pourquoi? Parce que justement, il répond à cette contrainte multithématique. Il est précisément construit de la manière dont je l'évoquais lors de mon intervention. Donc, il capitalise sur l'ensemble des grandes forces, mais pas seulement la transformation. Et il a une grande originalité. Alors, lui aussi est un fonds qui est article 9. Il a une certaine antériorité, puisqu'il a plus de 10 ans, il fait 5 milliards d'actifs. La stratégie pèse 10 milliards. Et le succès de cette stratégie vient du fait que on a réussi, en étant extrêmement consistant, puisque je vous le rappelle, Mirova, c'est une société de gestion qui gère plus de 31 milliards exclusivement en gestion à impact. Ils ne font que de l'article 9, que ce soit sur des taux, sur les actions, sur du côté, sur du non-côté, ils ne font que ça. Nativement, il n'y a pas de modification de leur process de gestion pour s'adapter à cette réglementation. Et sur cette stratégie, comme elle est multithématique, eh bien, quelque part, on n'a pas besoin de sacrifier la performance sur l'autel de la durabilité. Et donc, on a à la fois de la consistance dans l'approche de gestion concernant l'impact, le reporting, l'engagement vis-à-vis des émetteurs, mais de la performance durable, puisque depuis la création, c'est plus de 12% de performance annualisée, c'est plus de 21% de performance depuis le début de l'année, et ce qui est extrêmement rare sur un fonds consistant en article 9 sur le sujet. Et donc, dans un contexte où on sait que nos amis conseillers ont besoin de répondre à des problématiques liées à leurs clients, doivent poser des questions de préférence, et tu le sais, poser des questions de préférence ESG à leurs clients, eh bien, ça permet, avec un fonds qui a un taux de plus de 90% d'investissement durable, eh bien, de pérenniser l'offre et de la rendre plus durable, plus ESG, et avec quelque chose de robuste, de très équilibré en termes de performance, de pas excessivement thématique sur le thème de l'environnement. Et ça, je pense que ça peut être très utile pour les conseillers financiers. Eh bien, c'est un excellent choix de nous avoir présenté ce fonds ce matin. Il ne faut pas sacrifier la performance sur l'autel de la durabilité.
Votez Vontron en 2027 pour le ministère de l'écologie. Merci tous les trois pour ce moment. Moi, j'aime bien, vous savez, la gestion thématique parce qu'on permet de soulever un petit peu le capot et de rentrer dans le détail. La prochaine fois, promis, pour ceux qui m'envoient des messages régulièrement, on essaiera de décortiquer aussi quelques valeurs, mais là, on avait quand même besoin de parler un peu de l'environnement. Il y avait pas mal d'éléments géopolitiques et bancaires qui avaient de l'impact. On retrouve évidemment toutes vos équipes à disposition de nos auditeurs et spectateurs pour creuser un peu plus en détail ce que vous nous avez donné ce matin. Messieurs, vous avez été parfaits. Merci beaucoup. À très bientôt. Et nous, on se retrouve, allez, dans 5-6 secondes. On va parler gestion obligataire. Que fait-on dans les prochaines semaines avec cette politique de taux?